Nous a rejoint maintenant Dr Moussa Gouader. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir ici. Merci Ça fait beaucoup. très longtemps qu'on ne vous a pas vu. Le plaisir est partagé, surtout avec Mélina et notre ami Kamal. Alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahba bik. On revient tout de suite à Dr Gouader après l'annonce de la rubrique 2 ans complets. Docteur Gouader, avec ces chaleurs, il y a un risque pour les enfants, c'est celui de la déshydratation. Oui. Alors, quand est-ce qu'on peut parler de déshydratation chez l'enfant? Pour commencer, on parle de la cause principale de la déshydratation chez l'enfant, c'est les diarrhées et les vomissements. Donc, on fait un topo concernant la diarrhée pour comprendre un petit peu le phénomène qui se passe et aboutir aux conséquences justement de cette diarrhée, qui est le danger imminent, surtout en période de chaleur, qui est la déshydratation de l'enfant. Quand on parle de diarrhée, on fait un petit rappel de l'appareil digestif de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant et le nourrisson, le petit enfant et le nourrisson font des selles quand même assez fréquentes par rapport à l'adulte. Oui, surtout les nourrissons. Tous les? Surtout les nourrissons. Oui, surtout les nourrissons. Il y a des nourrissons qui font une selle après chaque tétée, et ça c'est tout à fait normal. Il y a une différence entre les selles du nourrisson et les selles du nourrisson nourri au sein et celui qui est nourri au biberon. Les selles du nourrisson nourri au sein sont beaucoup plus liquides et sont d'une couleur jaune or. Les selles de l'enfant qui est nourri au biberon sont des selles beaucoup plus pâteuses et beaucoup plus molles un petit peu et d'une couleur un peu brunâtre. Quand on parle de diarrhée, c'est la définition, on dit ce sont des selles qui sont beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus liquides que d'habitude. Ces selles peuvent être isolées, comme elles peuvent être accompagnées d'autres signes, comme la fièvre, tels que d'abord les douleurs, le ballonnement, les vomissements. Je vais un petit peu par ordre décroissant de fréquence, les ballonnements, les douleurs, les ballonnements, les vomissements et la fièvre par la suite. Il faut aussi faire la différence entre ce qu'on appelle les vraies diarrhées et les fausses diarrhées. Les vraies diarrhées, je vais revenir dans un instant. Les fausses diarrhées sont les diarrhées qui sont dues à la poussée dentaire, qui sont dues ça, c'est automatique. à une infection ORL, telle qu'une bronchite, une otite, une pharyngite, ou là, une infection bronchique, c'est-à-dire une bronchite, peut donner une diarrhée. D'ailleurs, il y a beaucoup de mamans qui consultent pour diarrhée alors que le pédiatre examine les oreilles parce que l'otite est une source fréquente de diarrhée. Ça, c'est ce qu'on appelle les fausses diarrhées. Les autres diarrhées qui sont pathologiques, c'est les diarrhées qui sont dues soit à une mauvaise préparation des biberons, soit à... C'est-à-dire pas assez stérilisé? Non, quand il est mal préparé. Deuxièmement, quand il n'est pas stérilisé, quand il y a de la saleté. Et troisièmement, quand il y a une infection, soit bactérienne, soit virale. Et généralement, chez le nourrisson et le petit enfant, les diarrhées sont d'origine virale et le virus incriminé s'appelle le rotavirus. Même lors de la tétée, il faut laver donc les parties avant de faire la tétée, il faut s'essuyer, il faut laver parce qu'il y a le risque aussi, non? Non, il y a de contaminer un nourrisson. Il y a des habitudes que doivent prendre les mamans. C'est, par exemple, avant de donner le sein, il faut laver le téton, ou l'essuyer au moins. Avant de donner le biberon, la préparation du biberon doit être faite d'une manière assez stérile. L'eau doit être bouillie. Les biberons doivent être bouillis aussi
avant de les donner, les tétines aussi. Et là, c'est pour éviter justement une contamination qui entraînerait une diarrhée chez l'enfant ou là chez le nourrisson. D'accord, d'accord. Mais comment on peut savoir? Parce qu'un enfant, à la limite, il parle. Mais un nourrisson, il crie beaucoup. Comment on peut savoir? Bon, déjà, il y a des nourrissons qui crient pour tout le temps, et surtout ceux qui ont l'habitude d'être soulevés. D'abord, il y a l'aspect des selles et la fréquence des selles qui nous orientent. Bon, les selles, généralement, quand c'est une diarrhée, c'est des selles malodorantes. Oui. Et elles sont fréquentes et liquides. D'accord. Parfois, les selles sont acides. Elles entraînent même une irritation au niveau du siège de l'enfant. Oui. Ça, c'est des conséquences justement de la diarrhée, des conséquences. L'enfant pleure parce qu'il a des douleurs. On voit le ventre ballonné de l'enfant. Oui. On voit l'enfant qui fait des efforts. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans son ventre et pas ailleurs. Très bien. Donc, ensuite, l'aspect des selles et leur fréquence nous orientent vers une diarrhée. Et on a parlé des causes. Il y a les fausses diarrhées, il y a les vraies diarrhées. Oui. Les vraies diarrhées, généralement, qui sont virales ou bactériennes, s'accompagnent de diarrhée, s'accompagnent de fièvre et parfois de glaires dans les selles. Il y a des glaires et parfois même des petits filets de sang. Alors, et le traitement? Le traitement, c'est le traitement de la cause. Le traitement, c'est le traitement de la cause. D'abord, quelques conseils. Le sucre appelle l'eau dans l'intestin. Donc toutes les boissons sucrées sont à éviter. Les jus, le jus, il irrite de deux manières. Premièrement, parce qu'il est sucré, il ramène de l'eau dans l'intestin, donc il favorise la diarrhée. Le jus est généralement un peu acide, donc il irrite l'intestin et il donne aussi de la diarrhée. Il faut donner beaucoup d'eau à l'enfant. Il y a des enfants qui ne supportent pas la prise de l'eau. Il faut être un petit peu malin avec eux. On donne des tisanes, c'est du liquide. L'essentiel, ce n'est pas l'eau, c'est le liquide. C'est remplacer les liquides. Parce que l'enfant perd du liquide. Par la diarrhée, il perd du liquide encore plus par les vomissements. Donc, remplacer les liquides, pas spécialement de l'eau. Donne de l'eau, s'il prend de l'eau, c'est pas mieux. Les sels de réhydratation? Il n'y a pas mieux. Il y a, d'abord, je parle des choses naturelles. Bon, les tisanes, les bouillons, on lui donne, s'il faut lui donner des jus, mais très dilués, avec beaucoup d'eau, pour qu'il n'y ait pas justement la teneur en sucre et pour qu'il n'y ait pas la teneur en acidité. Et puis, il y a ce qu'on appelle les sels de réhydratation qui sont en vente en pharmacie. Ça permet de réhydrater. C'est quoi les sels de réhydratation? C'est de l'eau avec du sel et du sucre. Très bien. Au pire des cas, quand on les trouve on met un peu d'eau avec un peu de sel, un peu de sucre. Mais le dosage, le sel et le sucre? Une petite quantité. Une petite quantité infime dans mais les sels de réhydratation sont disponibles dans toutes les pharmacies. Parfois, il y a des ruptures. Ils ne sont pas chers et ça donne d'excellents résultats. En ce qui concerne il ne faut pas donner les sels de réhydratation lorsqu'il n'y a pas de diarrhée, non? Pardon? Parfois, lorsqu'on soupçonne une diarrhée, on donne directement les sels de réhydratation. Ça ne pose pas de problème ou non? Ça ne pose aucun problème. Maintenant, si la diarrhée persiste, s'il y a apparition de fièvre, s'il y a apparition de glaires importantes, s'il y a apparition de filets de sang dans les selles, là, la consultation chez le pédiatre ou chez le médecin est indispensable. D'accord. Docteur, parfois quand on donne à un enfant ou un nourrisson ces sels de réhydratation, les tisanes ou autre chose, il les vomit. Comment on fait là? Justement, il n'y a pas des astuces pour lui donner, je ne sais pas, au compte-gouttes? C'est pour ça que d'abord, quand on donne le traitement, on favorise le traitement, par exemple, pour les antipyrétiques, etc., c'est-à-dire contre la fièvre et tout, où là, on favorise les traitements de la forme supou. Parce que généralement, il ne la vomit pas. Mais même quand il y a une diarrhée, c'est un peu difficile parce qu'il va la rejeter, que ce soit par les vomissements ou bien par la diarrhée. Il faut être persévérant. Il vomit, il vomit, je lui en redonne encore et c'est comme ça.
D'accord. Merci, docteur. Notre collègue Assia Hermes, qui a préparé cette émission, nous a ramené quelques petites activités pour les enfants. Surtout que maintenant, les pauvres, ils sont confinés, ils n'ont pas où partir. Donc, elle nous a proposé quelques jouets. Je ne sais pas, vous pouvez donner votre avis, hein, Kamel? Oui. Bon, après, pour les prix, chacun selon ses moyens. C'est pas toujours évident. Donc là, c'est un laboratoire d'astronomie qu'on trouve partout dans les magasins. Oui. C'est bon, ça c'est pour les... quel âge? C'est pour les enfants de 8 ans et 8 ans et plus. Moi, je pense que le plus important, c'est premièrement d'occuper l'enfant, de lui donner quelque chose à faire qui l'occupe. Quand il est occupé, deuxièmement, il s'ennuie moins, il dérange moins, mais on profite justement pour lui donner des jouets. Dérange moins. Oui, on profite pour lui donner des jouets. Oui, on lui donne des jouets éducatifs et qui font appel un petit peu à son intelligence pour essayer de développer son esprit d'observation, son esprit d'intelligence, etc. Comme par exemple les puzzles, hein? Enfin, je ne sais pas s'ils vont, si les enfants aiment et ont la patience de rester longtemps avec un puzzle à 500 pièces. La majorité, non, généralement, ça intéresse la majorité des enfants. Ah oui, un même puzzle, à 500 pièces. Oui, bien sûr, c'est un défi. Très, très gentil, vos enfants. Oui. Non, c'est... Sinon, les Lego. Ça, les Lego aussi, c'est pas mal. Ça, c'est généralement ce qui intéresse le plus. Oui. Et puis là, même, vous savez, à l'heure actuelle, en Europe, même aux États-Unis, enfin, dans des pays qui accordent de l'importance aux jouets, vous trouverez dans les enseignes les plus connues, c'est carrément des bâtonnets comme ça que les enfants... Alors, une seule forme, c'est des bâtonnets comme ça. C'est une grosse quantité. Et à l'enfant de faire un édifice, de créer, de donner... Ça donne libre cours à l'imagination et ça fait beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Alors, les Lego, il y en a même pour les adultes. Hein. Il y en a franchement qui sont très, très intéressants. C'est carrément... On construit... Super élaboré. Ah oui, très, très élaboré. L'essentiel, c'est de développer son esprit créatif et son esprit d'observation. Ça, c'est très important pour l'enfant. Quand un enfant est observateur, il devient parfois par la force des choses créateur. Et ça, je pense que c'est le meilleur stimulus pour son intelligence et pour développer un petit peu son esprit. Kamel, vous avez déjà joué au Lego Mécano? Oui. Vous vous souvenez des Lego Mécano? On ne les trouve pas beaucoup maintenant. Non, mais je n'ai pas à m'en souvenir. Le dernier en date, je l'ai fait avec le petit il y a quelques mois. Bon, ça le dépasse un peu en âge, mais ce que j'ai remarqué, c'est que il y a différents... Alors, il n'y a pas que les Lego, il y a maintenant d'autres marques qui sont... Parce que Lego, c'est une marque. Ce qui est bien, c'est que ça lui apprend à travailler avec méthode. Il prend la fiche, il va prendre le nombre de pièces nécessaires pour faire un module, parce que c'est compartimenté. Ensuite, on a remarqué qu'il avait appris à jouer justement avec méthode, ce qui est très très intéressant. Ça reste, les Lego, normalement, ça reste, j'utilise le mot Lego dans son sens le plus, on va dire, générique. C'est de loin ce qu'il y a de plus intéressant pour un enfant. Les mécanos, c'est pas très très accessible. Mécanos, c'est quand même un niveau c'est un peu du high level. Mais il y en a pour les petits. Il y en a pour les petits aussi. Parce que justement, ceux qu'on a à la maison, il y a même des modules électriques avec. Donc c'est un peu délicat, un peu plus élaboré que le basique. Et puis il y a aussi, Bekri, l'enfant était créatif. L'enfant, il construisait ses jouets lui-même. Vous savez, finalement, il faut juste les laisser faire. J'ai 2 enfants et j'ai toujours eu la chance de leur acheter ce qu'on appelle les smart toys. Donc des trucs très très élaborés pour développer la mémoire, l'intelligence et tout. Et j'ai remarqué chez les 2 que par moments, ce qui les intéressait plus, c'était beaucoup plus les bouchons en plastique des bouteilles. Ou les boîtes en plastique, ou la bassine. Tout simplement. C'est ça qui les intéresse. Avec une bassine, quelques boîtes en plastique, de la ficelle, ils font des trucs incroyables. Le plus important, je le redis,
c'est développer son esprit créatif et son esprit observateur avec les moyens de bord. Absolument. Oui. Si vous ne pouvez pas acheter ça, il y a tellement d'autres choses qu'on peut trouver chez soi à la maison. Il faut juste donner à ses enfants et les laisser faire. C'est tout. Docteur, merci beaucoup. C'est moi. On vous retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah ya Rabbi. Et tout de suite, on va aller à Djidjel. Djidjel qui compte plus de 40 zones humides. Et on va parler de la biodiversité de cette